Dis donc, c'est vrai que la bourse ces derniers temps, ça ressemble un peu à des montagnes russes, hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs se demandent un peu où est-ce qu'ils peuvent se mettre à l'abri. Oui. Et si on vous disait qu'il y a des actions qui résistent, et même plus qui rapportent, Hmm. on parle bien sûr des actions à dividendes. Et justement, aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur 3 entreprises, 3 sociétés qui tirent leur épingle du jeu en ce moment. Oui, alors le contexte actuel, on parle beaucoup de corrections boursières qui s'annoncent, de ralentissement du PIB, les taux d'intérêt américains qui baissent, les bénéfices des entreprises industrielles qui souffrent avec les incertitudes sur les tarifs douaniers. Oui, pas vraiment idéal pour investir sereinement. Exactement. Donc du coup, les actions à dividendes et surtout à haut rendement, elles deviennent super attractives. Oui, elles offrent une certaine stabilité et puis surtout des revenus réguliers. D'accord. Et c'est ce que les investisseurs recherchent quand le marché est un peu incertain. Ok, mais concrètement, de quelles entreprises on parle? Eh bien, par exemple, Atria Group, vous savez, coté en bourse sous le symbole MO. On a beaucoup parlé de leur performance ces derniers temps, plus 2% hier, plus 9,25% le mois dernier et plus 38% sur l'année écoulée. Ah oui, quand même, ça c'est des chiffres. Surtout quand on voit la tendance générale du marché. Mais Atria, c'est le tabac. Non, Oui, on dit que c'est un secteur résistant à la récession, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à long terme? alors oui, vous avez raison de souligner, le modèle d'Altria, basé sur le tabac traditionnel, est forcément remis en question. Oui. Il faut regarder leurs investissements dans les alternatives, cigarettes électroniques par exemple, le cannabis, c'est peut-être là qu'on va voir la clé de leur avenir. Mais pour l'instant, en tout cas, les performances financières, elles, restent solides. On parle de 8,6 milliards de dollars de flux de trésorerie annuel. 8,6 milliards. Ah oui, ça laisse rêveur. Et ils reversent une partie de cette somme aux actionnaires. Oui, tout à fait. Ils ont distribué 6,84 milliards de dollars en dividendes l'année dernière. D'accord. Et puis ça fait des décennies qu'ils augmentent leurs dividendes chaque année. OK. Mais du coup, ce fameux rendement dont on entend souvent parler, c'est quoi exactement? Et pourquoi le rendement actuel d'Altria à 6,92% est-il si intéressant? Alors le rendement, en fait, c'est le pourcentage de votre investissement que vous allez récupérer chaque année en dividendes. Hmm, Pour simplifier, si vous investissez 100 euros dans une action avec un rendement de 6,92%, vous allez toucher 6,82 euros de dividendes chaque année. Ah d'accord, c'est beaucoup plus clair. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a quelques mois, le rendement d'Altria était encore plus élevé, autour de 9,5%. Est-ce qu'on a raté le coche? Alors le rendement, il fluctue en fonction du cours de l'action. Oui, Donc c'est vrai qu'il était plus élevé il y a quelques mois. d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tard pour investir. Hmm. N'oublions pas qu'Altria génère beaucoup de trésorerie. Et leur politique de dividende est très solide. C'est un placement qui peut toujours être intéressant à long terme. Donc Altria reste une option attractive, même si le rendement a un petit peu baissé. Exactement. Maintenant, si on passe à une autre entreprise, une autre société qui résiste bien à la tendance baissière, The Hershey Company. Vous avez coté sous le symbole HSUI. Ah, Hershey. Le chocolat, une valeur refuge, c'est original. J'ai lu qu'après une grosse chute, leur action avait rebondi de 17,7% le mois dernier. C'est Enfin, non, impressionnant. effectivement. Alors, leur résilience, elle s'explique en partie par la force de leur marque. Hershey's, Reese's, ce sont des noms emblématiques, ancrés dans l'imaginaire collectif. Oui. Et puis, n'oublions pas que le chocolat, c'est un petit plaisir accessible même en période de crise. Et on se console comme on peut. Mais au-delà du chocolat réconfortant, qu'est-ce qui fait la force de Hershey d'un point de vue financier? Alors Hershey, ils affichent une croissance de leurs bénéfices très solide, ce qui rassure les investisseurs. Et puis, ils ont une politique de dividendes assez attractive. Le rendement actuel est de 2,84%, mais il faut savoir qu'il a atteint un pic de 3,8% en février. Ah oui, donc ça fluctue pas mal chez Hershey. Mais est-ce que cette croissance des dividendes est vraiment durable? On sait qu'une entreprise ne peut pas distribuer tous ses bénéfices aux actionnaires. C'est là qu'intervient le payout ratio. Oui. Vous savez, cet indicateur qui mesure la part des bénéfices nets reversés sous forme de dividendes. Oui. Dans le cas de Hershey, il est de 42% du flux de trésorerie disponible et de 48% du bénéfice net. 42%, c'est bien ou c'est pas bien? J'avoue, je suis un peu perdu avec tous ces ratios. Alors, un payout ratio autour de 50%, généralement, c'est considéré comme un bon signe. Ok. Ça veut dire que l'entreprise récompense ses actionnaires tout en gardant suffisamment de marge pour investir dans sa croissance future. D'accord. Et puis, dans le cas de Hershey, on observe un taux de croissance annuel composé, le fameux CAGR, de 12,13% sur 5 ans. Ah oui, c'est plutôt prometteur. Donc là, on a une entreprise avec des marques fortes, une bonne rentabilité, des dividendes en croissance, un PI ratio raisonnable.
pas mal du tout. En résumé, Hershey a beaucoup d'atouts pour séduire les investisseurs qui recherchent la sécurité, la croissance des dividendes et une gestion prudente. D'accord? On a parlé du tabac, du chocolat. Et maintenant, on passe à un tout autre domaine avec PepsiCo, coté sous le symbole PEP. Qu'est-ce qui fait l'attrait de ce géant de l'agroalimentaire? Alors, PepsiCo a enregistré un gain de 7,2% ce mois-ci, ce qui confirme son statut de valeur refuge. En période d'incertitude, les investisseurs se tournent vers des entreprises solides, diversifiées. Oui, on imagine que les gens continuent de boire du Pepsi et de manger des chips, même quand l'économie va mal. Mais au-delà de cet aspect produit de base, qu'est-ce qui distingue PepsiCo? Leur force, elle réside dans leur portefeuille de marques incroyablement diversifié. On y trouve bien sûr Pepsi, mais aussi Lay's, Gatorade, Tropicana, Quaker Oats et bien d'autres. Cette diversification, elle leur permet de résister aux aléas du marché. Oui. Parce que si une catégorie de produits est en difficulté, les autres peuvent compenser. C'est clair que c'est un atout majeur. Et côté dividende, qu'en est-il? Est-ce que PepsiCo est aussi généreux que nos deux précédents champions? PepsiCo offre un rendement du dividende d'environ 3%, D'accord. avec une croissance régulière au fil des ans. C'est peut-être pas aussi élevé que certains concurrents, mais c'est un rendement fiable, Oui. soutenu par un modèle économique solide. De plus, le ratio cours-bénéfice, ou PE ratio en anglais de PepsiCo, est assez raisonnable par rapport à ses pairs. Le ratio cours-bénéfice. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? J'avoue que ce terme me laisse un peu perplexe. Alors, ce ratio, il permet d'évaluer si le prix d'une action, il est en adéquation avec les bénéfices de l'entreprise. D'accord. En gros, il indique combien d'années de bénéfices sont nécessaires pour rembourser le prix actuel de l'action. Un PE ratio élevé peut suggérer que l'action est surévaluée, tandis qu'un PE ratio faible peut indiquer qu'elle est sous-évaluée. D'accord, c'est plus clair. Donc, si je comprends bien, le PE ratio de PepsiCo inspire confiance aux investisseurs, ce qui renforce l'attrait de l'action. Exactement. PepsiCo coche beaucoup de cases pour les investisseurs prudents. Croissance à long terme, dividendes stables et un PE ratio raisonnable. Parfait. On a donc passé en revue 3 entreprises, Altria, Hershey et PepsiCo, qui, malgré leurs différences, ont un point commun. Elles attirent les investisseurs en quête de sécurité et de rendement régulier dans un contexte économique incertain. Mais j'ai une question. Ces actions ont déjà bien progressé récemment. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour investir? Alors c'est une question légitime. Il est vrai qu'elles ont connu des hausses significatives. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent plus progresser. Leur solidité financière, la force de leur marque et leur capacité à générer des bénéfices constants, ça en fait des placements potentiellement rentables à long terme. Donc, il est encore temps de se lancer à condition d'avoir une vision à long terme et de bien analyser les fondamentaux de chaque entreprise. Absolument. L'investissement en bourse, c'est un marathon, pas un sprint. D'accord? Il faut privilégier la qualité des entreprises Oui. et ne pas se laisser influencer par les fluctuations à court terme. C'est un excellent conseil. Mais avant de conclure, j'aimerais vous poser une question à vous et à nos auditeurs. Si vous deviez construire un portefeuille refuge en ce moment, quelles autres entreprises ou secteurs d'activité pourriez-vous envisager? Réfléchissez bien, on en reparlera dans la suite de notre épisode. Ah, excellente question. Et ça me permet de revenir sur un point important. Quand on parle de refuge en investissement, il ne s'agit pas forcément de trouver des actions qui vont exploser en bourse. Ah, bon, je croyais que le but, c'était justement de dénicher les actions qui allaient grimper en flèche, même quand le marché est dans le rouge. Pas forcément. Le concept de refuge, il est un peu plus subtil que ça. Il s'agit plutôt de rechercher des entreprises qui offrent une certaine stabilité, une résistance aux fluctuations économiques, et surtout une capacité à générer des revenus réguliers, notamment grâce aux dividendes. D'accord, je comprends mieux la nuance. Donc, si on cherche à se protéger en cas de tempête économique, on privilégie des entreprises solides, même si elles ne sont pas forcément les plus sexy du marché. Exactement. Par exemple, en plus des secteurs qu'on a déjà évoqués, comme le tabac, le chocolat, les boissons, il y a d'autres industries qui peuvent offrir un certain niveau de sécurité en période de crise. Ah oui. Donnez-nous quelques pistes. Quel secteur pourrait nous intéresser? Prenons l'exemple des services publics, comme l'eau, l'électricité, le gaz. Ce sont des besoins essentiels, peu importe la conjoncture. Les gens continueront de payer leurs factures, même en période de récession. Oui, c'est vrai, on peut difficilement se passer d'électricité ou d'eau courante. Donc les entreprises qui opèrent dans ces secteurs pourraient être un bon choix pour un portefeuille refuge. Tout à fait.
Ensuite, il y a le secteur de la santé. Les gens ont toujours besoin de soins médicaux, que l'économie aille bien ou mal, les entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux, les fabricants de dispositifs médicaux, tous ces acteurs peuvent offrir une certaine résistance aux turbulences du marché. C'est logique. La santé, c'est un besoin fondamental. Et les dépenses dans ce domaine ont tendance à être assez stables, même en période de crise. Absolument. Un autre secteur intéressant à explorer, c'est celui des biens de consommation de base, ce qu'on appelle les consumer staples en anglais. Les consumer staples. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des produits de grande consommation dont les gens ont besoin au quotidien, comme les produits alimentaires de base, le pain, le lait, les œufs, les produits d'hygiène, le savon, le dentifrice, les produits d'entretien. En gros, ce sont des produits essentiels dont la demande est relativement stable, quel que soit le contexte économique. D'accord, je comprends mieux. Donc, les entreprises qui produisent ces biens de première nécessité pourraient aussi être un bon choix pour un portefeuille refuge. On pense à des géants de l'agroalimentaire, par exemple. Exactement. On peut citer Nestlé, Unilever, Procter Gamble, Danone. Ce sont des entreprises qui ont un portefeuille de marques très diversifié, une présence mondiale, ce qui leur confère une grande stabilité. Intéressant. Donc, si on résume, pour se constituer un portefeuille refuge, on peut s'intéresser aux services publics, à la santé, aux biens de consommation de base. Et bien sûr, aux actions à dividendes comme celles qu'on a analysées en début d'émission. Tout à fait. L'important, c'est de diversifier son portefeuille, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et de choisir des entreprises solides, capables de résister aux tempêtes économiques. C'est un excellent conseil. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est vraiment précieux. J'ai l'impression d'y voir beaucoup plus clair maintenant sur la notion de refuge en matière d'investissement. Et si on parlait d'immobilier? On entend souvent dire que c'est une valeur refuge, mais pourquoi au juste? Alors l'immobilier, effectivement, il a plusieurs atouts qui en font une valeur refuge pour beaucoup d'investisseurs. Déjà, c'est un actif tangible, concret. Vous pouvez le voir, le toucher, contrairement à une action qui n'est qu'une ligne sur un écran. Oui, c'est vrai que ça peut rassurer d'avoir quelque chose de solide, de palpable. Ensuite, l'immobilier a une valeur intrinsèque. Les gens auront toujours besoin d'un toit, ce qui soutient la demande et les prix sur le long terme. Et puis, l'immobilier peut générer des revenus réguliers si vous louez, ce qui est un atout supplémentaire en période d'incertitude. Oui, les loyers peuvent constituer une source de revenus stable. Mais est-ce que l'immobilier est vraiment un investissement si sûr? On entend parler de bulles immobilières, de crash. Alors, comme tout investissement, l'immobilier comporte des risques. Il est important de bien se renseigner, de choisir un emplacement judicieux et puis de ne pas surestimer sa capacité d'emprunt. Il faut aussi tenir compte des frais liés à l'achat et à la gestion d'un bien immobilier. Donc il ne faut pas se précipiter, bien analyser le marché avant de se lancer. Exactement. Mais si on investit de manière réfléchie, l'immobilier peut être un excellent complément à un portefeuille diversifié, surtout en période de turbulence économique. On a donc passé en revue plusieurs pistes intéressantes pour se constituer un portefeuille refuge. Les services publics, la santé, les biens de consommation de base, l'immobilier et bien sûr les actions à dividendes. Tout à fait. N'oubliez pas que la diversification, c'est la clé d'un portefeuille résilient. En répartissant vos investissements sur différentes classes d'actifs, vous réduisez votre exposition au risque et vous augmentez vos chances de générer des rendements stables à long terme. Merci pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi aujourd'hui sur les valeurs refuges et la construction d'un portefeuille solide. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos suggestions pour nos prochains épisodes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde passionnant de la finance. D'ici là, n'oubliez pas, investissez avec prudence et surtout, investissez dans vos connaissances.